Bonjour, je suis Julien Merali, directeur de l'Agora DSI, un club Agora Manager. Vous écoutez les enfants de l'IT. Cybersécurité, management, transformation, IA. Les enfants de l'IT, c'est le podcast qui s'adresse aux DSI de grandes entreprises publiques et privées. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode des enfants de l'IT. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Déborah Ohana. Bonjour Déborah. Bonjour. Tu es coach éditorialiste pour l'Express, tu accompagnes de grands dirigeants et aujourd'hui on va aborder une thématique qui concerne tous les DSI, mais pas que les DSI, aussi toutes les directions de l'entreprise, qui est la suivante. Dans un temps de transformation profonde, soyez plus que jamais le leader menant votre organisation à l'excellence. On va revenir sur tous ces aspects de posture, de management, de gestion d'équipe. Mais tout de suite, je te propose d'attendre quelques instants et on va passer à la minute légale avec Anne-Sophie Poggi de Poggi Avocat IT, partenaire de l'Agora des DSI. Bonjour Julien, merci. Bonjour Anne-Sophie, comment vas-tu ? Très bien. Quel est le sujet que tu vas aborder aujourd'hui pour l'actualité légale orientée vers les DSI ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la prescription. Donc la prescription dans les projets informatiques souvent complexes, les litiges sont fréquents. Face à ces tensions, les premiers réflexes est de privilégier une solution amiable. C'est une sage décision, mais attention, le temps juridique ne s'arrête pas quand on discute. Ce temps juridique, c'est celui de la prescription, c'est-à-dire le délai prévu par la loi au-delà duquel la justice ne peut plus être saisie. Entre commerçants, les actions se prescrivent par 5 ans. Or, en dehors d'exceptions encadrées par la loi, si les parties le formalisent explicitement dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation, les pourparlers amiables n'interrompent pas la prescription. Et ça, c'est une décision de longue date de la Cour de cassation qui date de 2014. Toutefois, on a 2 décisions récentes de la Cour suprême qui viennent illustrer le sujet et sa complexité. On prend, pour commencer, une décision de la Cour de cassation du 9 avril 2025. Une société cliente, insatisfaite de son ERP, engage une expertise judiciaire. Les parties signent un protocole transactionnel. L'accord échoue. L'intégrateur réclame ensuite à son client le paiement des factures impayées et des indemnités. La Cour d'appel estime que le délai de prescription a commencé à courir à la fin des négociations. Mais la Cour de cassation censure cette décision au motif que le délai de prescription de 5 ans débute dès que les faits permettant d'agir sont connus, même si les parties discutent encore. Dans une autre affaire, juste de 1 mois plus tôt, la Cour de cassation a reconnu que la prescription avait été suspendue par la signature d'un protocole transactionnel. Et la Cour a conclu que la Cour d'appel avait constaté que pendant l'exécution du protocole, le créancier s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir et que son action n'était pas prescrite. On peut donc s'interroger pour savoir si la suspension ne serait pas admise que lorsque le protocole transactionnel empêche réellement d'agir. Donc, vous pouvez avoir intérêt à discuter ou à laisser passer les discussions, à rester silencieux pour laisser passer la prescription. Alors, un conseil, si vous signez un protocole transactionnel ou si vous entamez des discussions, pensez bien à avoir en tête cette fameuse prescription. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci Julien. Alors Déborah, merci d'être restée avec nous. Alors je disais, tu accompagnes beaucoup d'entreprises, pour en citer quelques-unes, EDF, Total Energy, SNCF, Veolia, Google, Nexity, on ne va pas toutes les citer, mais tu accompagnes les entreprises, leurs dirigeants, tu proposes également des formations. On va parler de leadership. Moi j'aime toujours demander à nos invités quelle est leur définition de la thématique principale qu'on va aborder. Et donc ça m'intéresse de connaître ta définition du leadership. C'est une très bonne question et une question compliquée parce qu'en fait, le leadership évolue sans cesse et donc la définition du leadership est en constante mutation. Aujourd'hui, si je devais en donner une, ça serait d'avoir la capacité d'inspirer, de relier et de donner du sens en mobilisant sa raison, ses émotions et sa conscience. Merci pour cette définition très précise. Alors, on va parler fatalement des DSI. Comment tu vois aujourd'hui, avec ton regard extérieur, la fonction de DSI dans l'entreprise, dans toute cette complexité de management et de leadership ?
Je les vois un peu comme les nouveaux super-héros, c'est-à-dire que ça devient un petit peu les personnes clés. C'est pour moi les Avengers. C'est vraiment un rôle pivot et qui, quelque part, est garant de la technologie, mais plus que tout, garant de l'humain. Parce qu'en fait, c'est à eux que revient la charge de savoir faire ces interconnexions. Et plus que jamais, ils sont en charge d'une transversalité qui fait que, en fait, leur rôle a besoin de compétences en leadership très, très fortes et qui évoluent au fil des jours. Alors en préparant cette interview, tu m'as parlé de l'art de diriger. Oui. Ça m'a étonné, en quoi diriger est un art ? Parce que ça n'est que de la subtilité et que de la matière complexe, puisqu'en fait, l'art de diriger, c'est l'art de piloter l'humain, c'est l'art de comprendre, c'est l'art d'écouter, c'est l'art de naviguer entre le doute et la certitude, c'est l'art de savoir faire preuve d'agilité, et ça demande une grande conscience, une grande capacité d'appréhension d'un contexte qui est à chaque fois en train de changer, aussi bien culturellement, technologiquement. Les générations évoluent, les mentalités évoluent, donc il y a aussi sur un plan neurocomportemental plein de modifications à prendre en compte. Donc la complexité fait que ça devient un art qui en permanence se réinvente, s'ajuste et fonctionne que par des déséquilibres permanents. Alors tu travailles aussi beaucoup sur l'aspect cognitif, justement, tu en parlais à l'instant. Quels sont aujourd'hui pour toi les principaux biais cognitifs du manager en entreprise ? Alors, c'est beaucoup les biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir vérifier et avoir raison. Donc, on va toujours se greffer sur tous les éléments autour de soi qui vont valider son opinion. Pour toi, un manager, un leader peut parfois aller à l'encontre de ses équipes, par exemple ? Alors oui, je pense qu'un bon leader aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va justement permettre la confrontation des idées et même challenger ça de manière à stimuler et de manière à mobiliser l'intelligence collective. Aujourd'hui, un leader, c'est certainement pas quelqu'un qui va imposer sa décision, mais c'est vraiment quelqu'un qui va permettre au collectif de se challenger et d'écouter. C'est vraiment un feedback transverse entre les équipes qui va mobiliser la capacité à trouver la bonne décision. Et donc tu parles notamment d'un affranchissement de l'autre. Oui. De savoir finalement se dire je me mets en retrait et je ne vais pas forcément aller chercher la décision et l'emportement. Oui, parce qu'en fait, ça va avoir une incidence très forte sur l'énergie, sur la confiance, sur l'engagement en fait à l'intérieur de l'organisation. Et donc, la capacité d'écoute, la capacité de remise en question, la capacité de ne pas savoir et de ne pas avoir les réponses, parce qu'aujourd'hui, personne ne les a, tout est tellement mouvant, il n'y a plus de stabilité. Donc, c'est au contraire une clé et qui permet vraiment d'y croire. Aujourd'hui, on ne croit plus au fait de tout savoir. On a commencé cet entretien en se concentrant sur le leadership. Quel est ton regard sur le leadership dans un temps où les gens et les équipes, les managers et les équipes sont à distance, en physique, parfois même en visio, mais dans le même bureau. Qu'est-ce que ça change pour le leadership et pour le manager aujourd'hui dans l'entreprise ? Ouais, ça change beaucoup de choses. Ça change qu'en fait, il n'y a plus de dynamique de contrôle possible. Et d'ailleurs, les dynamiques de contrôle sont rejetées par les nouvelles générations. Le travail ne devient plus un lieu, mais devient un lien. Donc il y a vraiment cette notion de savoir créer du lien, de savoir interagir, de savoir être en présence, mais même à distance. Donc ça demande une agilité entre une capacité de donner de l'autonomie, en même temps en étant en capacité de faire grandir et de développer les compétences de ces équipes. Donc voilà, ça devient un art complexe. À ton avis, tu as suivi l'évolution, j'imagine, en étudiant tous ces comportements de management sur les 30 dernières années. Comment a évolué ce leadership, ce management ? On a eu la grande mode du management horizontal, il n'y a plus de managers, il n'y a plus de leaders. Est-ce que ça, finalement, on en revient, comme on revient aussi du télétravail quelque part ? Quel est ton regard sur le sujet ? Très intéressant. Je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut plus diriger par le pouvoir, mais on doit influencer par sa présence. Je dirais qu'on ne peut plus contrôler, mais qu'on doit éveiller l'intelligence collective. Et je dirais qu'on ne peut plus avoir les réponses, mais créer les conditions pour que les réponses émergent. Donc, en effet, on a voulu peut-être aller vers quelque chose de trop
horizontale et il y a besoin en fait de structure, il y a besoin de cadre, il y a besoin sinon en fait il y a plus de bord, il y a plus de limites, il y a plus de contenance, donc en fait on s'y perd aussi. Donc c'est vrai qu'on en revient, mais en même temps le système d'avant ne marche plus et donc il va falloir inventer quelque chose qui conjugue et qui justement s'adapte en permanence entre une flexibilité, une autorité et une écoute et une souplesse. Donc il faut être souple, exactement, et exigeant et en même temps sécurisant. Et alors, à ton avis, quelles sont les bonnes méthodes? Est-ce que finalement on a raison de faire revenir tout le monde au bureau? Est-ce qu'on a raison de mettre tout le monde en télétravail? Quel est le juste milieu là-dessus? C'est difficile de répondre parce que je pense qu'il y a des cas particuliers. Je pense qu'il y a des personnalités aussi à prendre en compte et elles ont besoin d'être prises en compte. Donc quand on plaque en fait un modèle sur une équipe, ça pose souvent des problèmes. Il faut savoir confronter des personnalités, il faut savoir conjuguer des équipes qui vont savoir travailler ensemble en respectant aussi leurs besoins. En fait, une équipe a besoin aujourd'hui d'être écoutée. Donc les individus ont besoin d'être pris en compte, leurs conditions de travail, leurs déplacements, leur fatigue, leur énergie. Ils ont besoin de se sentir préservés et de se sentir dans une vraie sécurité psychologique qui va permettre l'engagement et qui va justement permettre une régulation qui va faire qu'on peut être absent quand ça n'impacte pas l'équipe et l'organisation, mais qu'on doit être en présence quand en fait ça a un impact sur le collectif. Et alors justement sur la différence entre les générations dans l'entreprise, il y a la génération Z, ceux qui sont un peu plus âgés, ceux qui sont beaucoup plus âgés. À ton avis, comment doivent aujourd'hui se comporter les managers pour faire face à ces différences? Et finalement, on le voit bien quand on parle avec les managers de grandes entreprises, il y a un décalage aujourd'hui avec les nouvelles générations qui arrivent dans les boîtes. Est-ce que ce décalage, finalement, il est justifié? Est-ce qu'on doit en avoir peur? Ou est-ce qu'on doit les rassurer, justement, ces managers qui nous écoutent et leur dire non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, mais aussi remettez-vous en question? Oui, il y a une forme de crise, mais en chinois, le mot crise, ça veut dire opportunité. Et donc, j'ai envie de dire, il faut savoir en faire une opportunité. Ça peut être un danger si on ne veut pas changer, si on résiste au changement, si on ne veut pas tenir compte de cette génération et qu'on veut imposer un modèle qui, aujourd'hui, est en désuétude. Alors, il y a du danger. Au contraire, ça devient une opportunité quand on est capable de comprendre que ce que demande cette génération a du sens et qu'elle a besoin de sens. Elle a besoin qu'on lui dise pourquoi elle va travailler, elle a besoin qu'on lui dise pourquoi elle va s'engager, au service de quoi, et elle a besoin de cohérence, elle a besoin d'un leadership authentique, elle a besoin que la vision soit suivie d'action, soit suivie d'incarnation. Donc je pense que ce challenge-là est très pertinent pour justement, je peux pas dire l'ancienne génération, mais en tout cas la génération d'au-dessus, et une opportunité parce que y a une interaction très riche potentielle entre ces générations-là. En effet, comme je te disais tout à l'heure, il y a besoin de structure et je pense que l'ancien modèle a su établir ces structures et qu'elles ont beaucoup de bénéfices. À l'inverse, la nouvelle génération, elle permet la confiance, elle permet la souplesse, elle permet l'autonomie. Et donc, ça crée aussi de la créativité, ça crée de l'émulation, ça crée de l'intelligence collective. Et la confiance vient impacter la performance très, très fort. Je te remercie pour cette première partie de l'interview. Je te demande de rester avec nous. On va parler après un petit peu plus du manager en lui-même, comment il peut être meilleur au quotidien. Et tout de suite, on va accueillir Philippe Albrecht, qui est le président fondateur de Quanza pour la Minute Benchmark. Super. Merci Philippe Albrecht de nous avoir rejoints pour cette Minute Benchmark. Alors, la question habituelle, quel est le chiffre du jour? 25% Julien, 25% Déborah. 25%, c'est le nombre de DSI qui affichent un dépassement de plus de 50% sur le coût de leur projet IA. Donc, plus de 25% donc, ont une explosion de leur coût lorsqu'ils engagent les projets IA. Et pour 85%, c'est plus de 10%. Alors, quels peuvent être les facteurs explicatifs de cela? Alors, on a principalement ce qu'on va appeler des coûts cachés. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de mettre en place des plateformes de données pour alimenter
ces IA. Le fait aussi de devoir préparer la donnée, de la sécuriser, de la mettre en conformité, le fait aussi de donner l'accès au réseau pour ces IA, sont des coûts qui sont souvent cachés et qui viennent impacter en termes de complexité la mise en œuvre de ces projets. Finalement, le coût des jetons, des tokens pour consommer de l'IA n'arrive qu'en 5e rang dans les causes de dépassement budgétaire. Donc on a bien des effets de mise en place des infrastructures techniques data là-dessus. Par ailleurs, on a aussi le sujet de l'intégration au SI. Ces IA, comment est-ce qu'on les intègre au SI, au processus digital et aussi au processus opérationnel. Finalement, comment les gens, les agents se servent de cette IA dans leur quotidien. Ce qui crée d'ailleurs un centre d'angoisse, on le voit avec certains. Le change qui est associé à l'IA est important. On a bien des questions qui ont l'IA va remplacer mon job, ou j'ai aussi des sujets de me mettre à niveau. Donc il y a aussi des blocages à ce niveau-là qui entraînent aussi des coûts projets. Ce qu'on appelle l'acceptabilité au change. En plus, on a le fait d'intégrer ça à l'ensemble du système d'information et également de passer à l'échelle l'époque pour qu'il devienne industriel. Donc voilà, il y a un ensemble de facteurs qui sont quand même lourds, qui font qu'en fait, on a des vraies difficultés aujourd'hui à s'y retrouver dans les coûts au niveau de l'IA, sachant qu'en plus, il faut également suivre ces ROI. Et quel est l'impact alors pour le DSI ? Alors pour le DSI, c'est vraiment très compliqué parce qu'en fait, on le considère comme responsable de cela. Alors qu'en réalité, ce sont des projets qui sont largement portés en collaboration avec les métiers et les directions générales, mais c'est sur lui que retombe cette responsabilité. D'autant plus, ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'aujourd'hui, 8 entreprises sur 10 considèrent qu'en fait, la mise en place de l'IA attaque sa rentabilité, sa marge brute, sur des montants qui sont de 6 à 16%. Donc ça devient assez énorme. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu majeur autour de cela. Le DSI doit donc, au-delà d'être quelqu'un qui délivre des projets, être un acteur du pilotage de l'IA sur plusieurs aspects. Un des aspects qu'on voit souvent, c'est qu'il n'y a pas toujours, même rarement, de feuille de route IA claire et partagée, avec une correspondance à une vraie stratégie d'entreprise sur laquelle le DSI est dans un collectif de delivery de cette valeur, mais n'est pas le seul porteur de cette valeur à délivrer. Le deuxième, c'est que c'est plus de la gestion de projet, j'allais dire classique. Il faut mettre en place des buffers, des contingences dans les projets de 15 à 20% qui sont de l'ordre de ces dépassements. Pourquoi ? On est comme sur des technologies assez nouvelles, dans des phases d'implémentation nouvelles également, donc il y a forcément des risques. Donc il faut prendre ces contingences en compte. Enfin, il faut aussi monitorer cela de la même façon qu'on fait du FinOps. Il faut suivre les coûts de l'IA, les monitorer et savoir effectivement arrêter ou mettre en place aussi un pilotage qui est basé sur le ROI et pas simplement sur le coût. Mais, et je vais finir là-dessus, il y a un sujet qui est encore plus fondamental. On se rend compte qu'une grosse partie aujourd'hui de l'IA et de l'investissement qui est fait au niveau des vendeurs. Les grands acteurs, on peut les citer, Salesforce, ServiceNow, SAP, Google et autres, ils sont pléthores, navrés pour ceux que je ne cite pas, investissent énormément. On peut parler de Zoom également, par exemple, investissent énormément dans l'IA. Et eux ont cette pratique depuis un certain temps. Et ils ont effectivement beaucoup d'argent dans ce sujet-là. Et il faut se poser la question de savoir, finalement, entre l'IA qui est intégrée à ces outils ou celle que je développe moi-même, que faire ? Si effectivement on va vers les vendeurs, on a un sujet d'hausse des coûts qu'on subit. Si on est du côté de ce que l'on fait soi-même, finalement, est-ce que je contrôle le projet, est-ce que je suis capable de le délivrer ? Et finalement, est-ce que je ne devrais pas aller vers des solutions hybrides ? Et je pense qu'aujourd'hui, nous pensons aujourd'hui chez Quanza qu'un des grands enjeux, justement, c'est de mettre ces questions d'architecture et de choix sur la table lorsqu'on s'engage dans une trajectoire IA. Merci beaucoup. Déborah. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe Albrecht, donc président fondateur de Quanza, pour cette Minute Benchmark. Déborah, merci d'être restée avec nous. Je disais tout à l'heure qu'on allait parler, s'attarder un petit peu plus sur le manager. En préparant cette interview, on a beaucoup parlé du temps que doit prendre le manager, ce rapport au temps. Oui. D'abord, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, est-ce qu'on peut dresser un constat aujourd'hui du rapport au temps dans l'entreprise et le rapport au temps dans la vie du manager ? Oui, le temps est une problématique maîtresse, puisqu'en fait, on est toujours en train de courir après le temps. Et justement, la technologie va plus vite que nous. Et on n'est absolument pas capable d'aller aussi vite qu'avance la technologie. Donc, on est systématiquement dans une sensation d'être en retard.
Et ça génère tout de suite un système d'urgence. Donc on va stimuler l'amygdale, on va stimuler des systèmes de peur en fait, qui vont générer du stress, de la tension, et donc l'idée qu'en fait on est toujours à court de temps et qu'on est toujours dans un système d'urgence. Et on devient des pompiers plutôt que des experts qui prennent le temps de faire les choses. Donc en effet, aujourd'hui, une différence majeure entre un manager et un leader, ça va être la capacité à résister à ça, et donc à ne pas stimuler cette amygdale, mais d'aller vraiment stimuler ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui lui va pouvoir permettre de ralentir, de prendre de la hauteur, et donc d'avoir une distance nécessaire pour faire les choses et prendre le temps de le faire. Donc aujourd'hui, apprendre à ralentir est plus que jamais essentiel. Alors, je me mets à la place des DSI, des managers qui nous écoutent et qui se disent « Elle est très gentille, Déborah, elle est très sympa, mais j'ai pas le temps. Et ce temps, je peux pas me permettre de le prendre. Et surtout, je vais pas l'expliquer à mon COMEX que j'ai besoin de temps pour moi. » D'abord, est-ce que tu peux bien faire la différence entre ce petit bonheur personnel, je mets bien des guillemets sur bonheur personnel parce que ça reste important, et cette importance du temps dans la qualité du management? Oui. Alors, on parlait quand même tout à l'heure des nouvelles générations. Oui. L'équilibre vie pro, vie perso est un élément central. On ne peut plus, en fait, dire à cette génération que leur vie perso passe après le travail. C'est inaudible. Donc, ce discours-là doit changer. Il est, je te le disais tout à l'heure, potentiellement une opportunité parce qu'en fait, si on n'est pas dans quelque chose, justement, d'autocentré où son équilibre personnel passe avant le collectif, alors son équilibre personnel peut servir le collectif. Il peut servir le collectif parce que mieux je vais, mieux ma performance est grande. Et donc, mieux je vais, mieux je suis dans une capacité à être dans un équilibre. En fait, plus je vais être disponible et ma qualité de présence, ma qualité de réflexion, ma qualité d'intervention va être bien meilleure. Donc, quand on dit on n'a pas le temps, moi je dirais juste que c'est un choix et que c'est une excuse parce qu'en fait on ne prend pas le temps, on le crée et il y a toujours une possibilité de le créer. Tous les grands dirigeants que j'ai accompagnés ont toujours pris le temps, ils ont toujours, comme je te le disais, été à l'heure, ils ont toujours donné l'impression de n'avoir rien à faire d'autre. Enfin, la qualité de présence est telle qu'en fait le temps s'arrête un petit peu quelque part. Quelles sont justement les bonnes pratiques dans les dirigeants, les grands dirigeants, dirigeantes que tu as pu accompagner? Quelles sont les bonnes pratiques du quotidien, si je puis dire, que tu as constatées et qui font de bons dirigeants? Dans leurs pratiques personnelles? Personnelles, ouais. Sur le temps qu'ils prennent pour eux, sur l'organisation, parce qu'on imagine que un dirigeant d'une grande entreprise n'a pas beaucoup de temps dans sa vie personnelle et pour autant, tu avances le contraire. Oui, ils prennent le temps. Pour l'essentiel, si ce n'est pas la totalité, c'est les sportifs. Ils font tous du sport, ils ont tous une discipline de vie très, très rigoureuse. Et en fait, cette rigueur-là, elle n'est pas altérable. Donc, il y a vraiment le fait de pouvoir prendre soin de soi, d'avoir des respirations, de faire du sport, de mettre son corps en mouvement, qui en fait permet une grande qualité de présence. Donc ça, c'est un point commun. Ensuite, ils prennent le temps de ce qu'ils font. Ils vont pas se laisser parasiter par des notifications en permanence. Ils vont pas se laisser parasiter par des urgences permanentes. Ils vont prendre le temps de s'occuper de chacun de leurs sujets, les uns après les autres. Et donc, ils vont s'organiser. Donc, il y a une vraie capacité d'organisation. Il y a une vraie capacité à prioriser aussi, parce qu'en fait, il y a une grande différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Et ils savent faire cette différence-là. Et donc, ils vont prioriser ce qui est important. En préparant cette interview, tu me donnais l'exemple d'une entreprise qui coupait pendant 24 heures tous les écrans. Donc, j'ai deux questions. Un, comment c'est possible? Et deux, quel est le niveau d'acceptabilité en interne? Parce que j'imagine que les managers, et pas que, les équipes aussi, peuvent en souffrir, entre guillemets, de couper leurs écrans, d'avoir l'impression de rien faire. Et donc finalement, ils faisaient quoi pendant ce temps-là? On peut faire ne rien faire. Et c'est vraiment une compétence très, très utile. Donc, c'est tout à fait possible. C'est d'abord le dirigeant qui va l'incarner. C'est pour ça que je te parlais de leadership incarné, parce que c'est évidemment cette cohérence-là. On ne peut pas dire à son organisation de ralentir et d'être soi-même tout le temps pressé, tout le temps connecté. En fait, on n'incarne pas l'exemple et aujourd'hui, ça ne marche plus. On n'est plus crédible. Donc, le leader, pour
pour gagner en crédibilité, il doit porter son propos, porter sa vision et l'incarner par des actes clairs. Donc en faisant ça, il apprend à tout le monde et il montre l'exemple que c'est possible de ralentir et qu'en fait ça va être un gage de qualité en fait dans le temps de travail, parce qu'en fait la capacité à se retirer va permettre de revenir plus en forme, plus serein, plus disponible, d'avoir de la bande passante, parce qu'on est totalement saturé et que cette saturation-là, elle est quelque part très addictive et qu'il faut muscler son cerveau pour en fait résister à cette addiction-là. Ouais. D'après ce que tu dis, est-ce que tu penses que finalement dans les managers qui malheureusement parfois tombent en burn-out, et ça arrive dans plein d'entreprises malheureusement, je vais être très dur dans ce que je vais dire, mais est-ce que quelque part il y a une responsabilité du manager qui n'a pas vu le risque arriver ? Oui, un bon manager, il doit capter les signaux faibles. C'est pour ça que quelque part... Et c'est quoi ces signaux faibles justement ? C'est justement de voir que les horaires de travail sont un petit peu trop éparses, qu'il n'y a pas de rythme, que c'est condensé, qu'on sent le stress aussi. C'est pour ça que l'écoute, la capacité du manager à écouter, à prendre le temps de donner des feedbacks et en demander, ce temps d'échange va permettre un espace de signaux faibles. Si on ne se parle plus, si on ne se voit plus, donc c'est la limite aussi du télétravail, si on n'arrive plus à se sentir, si on n'arrive plus à se renifler quelque part, alors on passe à côté de ces signaux faibles et ça peut devenir dangereux. Quelles sont les premières choses que te disent les dirigeants, sans citer de nom ni quoi que ce soit, mais les premiers éléments que te livrent les dirigeants quand ils t'appellent à l'aide, si je puis dire, ils te disent voilà, j'ai besoin d'aide. C'est quoi les principaux symptômes ? Les principaux symptômes, c'est la capacité à le besoin de fédérer, le besoin d'engager, le besoin d'impliquer, et le besoin d'incarner, c'est-à-dire de vraiment permettre à tout le monde de suivre et de faire confiance et d'embarquer. Ce qui est quand même un exercice difficile parce qu'en effet, il y a des résistances, il y a des peurs, il y a tout un tas de freins en fait qui viennent se mêler et qui sont justement tous ces petits signaux imperceptibles qui vont s'immiscer, s'infiltrer un petit peu dans des petites choses du quotidien. Et c'est en étant attentif à tous ces petits signaux-là qu'on va pouvoir être garant de quelque chose de collectif. Merci beaucoup Déborah. Donc pour résumer, du temps, savoir ralentir le collectif et incarner. Merci beaucoup pour ces réponses sur le thème dans un temps de transformation profonde. Soyez plus que jamais le leader menant votre organisation à l'excellence. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode des enfants de l'IT. À bientôt. Merci Julien. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube et sur le site Agora Managers TV. Et bien sûr, sur LinkedIn en suivant la page Agora DSI CIO. Rendez-vous au prochain épisode.